Le clairon. Alors, l'Ukraine est-elle abandonnée ou intégrée dans l'Union européenne? Plusieurs actualités se contredisent. L'Ukraine paraît de plus en plus esseulée d'un côté. On avait une aide américaine promise. Et puis, la semaine dernière, le Sénat américain a bloqué une aide de près de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine et Israël au détriment de l'insistance de Joe Biden. Et puis, il y a 3 jours, le chef du gouvernement hongrois a également posé son veto au versement d'une aide européenne, cette fois-ci 50 milliards d'euros, lors donc de ce Conseil européen. Alors, l'Union européenne, en même temps, s'est engagée, a pris la décision, a validé la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'Union européenne. On a du mal à comprendre donc où se situe l'Ukraine. Est-elle défendue ou esseulée? C'est la question qu'on pose à Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, comment situez-vous aujourd'hui l'Ukraine? Indéniablement, le soutien à l'Ukraine s'effrite systématiquement depuis plusieurs semaines. Ça s'est accéléré encore ces derniers jours. Les Américains, qui sont bien sûr les principaux pourvoyeurs de fonds et les principaux conseillers militaires dans ce dossier, à la fois par le renseignement, par les instructeurs qu'ils envoient, voient bien qu'ils ont perdu la partie contre Moscou. Ils se sont désengagés afin de se concentrer davantage sur le Moyen-Orient. Et puis les Européens, je dirais en vassaux disciplinés, prennent le relais, mais de manière fort peu efficace, fort maladroite d'ailleurs, avec bien sûr des dissensions dans leur camp. Et tout ça fait bien sûr le jeu de la Russie. Oui. Alors, et concernant l'intégration, l'adhésion à l'Union européenne, et cette décision qui a été validée par le Conseil européen de l'intégrer, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de gagner du temps? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une intégration rapide de l'Ukraine ou pas? C'est une démarche politique dont pour l'instant on voit pas bien la finalité parce que ça a été évoqué à de nombreuses reprises depuis 2 ans que la guerre a lieu. Un certain nombre d'hommes politiques qui avaient dit dès le début l'Ukraine, on ne peut pas intégrer un pays en guerre. C'est un petit peu comme dans le cas de l'OTAN. L'Ukraine est un pays qui doit répondre à des normes très précises pour entrer dans l'Union européenne. Alors bien sûr, nous avions assoupli ou falsifié ces normes pour faire entrer la Roumanie, la Bulgarie, qui étaient déjà 2 pays, je dirais, dont le niveau de corruption ne correspondait pas aux normes Oui. européennes. Finalement, on est capable de violer nos propres règles une nouvelle fois pour l'Ukraine. Toutefois, ce n'est pas fait. Il faut rappeler que les négociations s'étaient ouvertes également avec la Turquie, qui n'a jamais intégré et qui n'intégrera jamais l'Union européenne. Donc, pour l'Ukraine, c'est peut-être une espèce de, je dirais, de réconfort Oui, c'est ça. pour Zelensky avant ces élections. Rien n'est fait, mais en tout cas, l'unanimité des responsables européens sur cette proposition, à l'exception d'Orban, est quand même là aussi un petit peu grossière, parce que ça veut dire que soit ils mentent, soit ils sont en train d'intégrer, ils ont la volonté d'intégrer dans l'Union européenne un État totalement corrompu et qui est un État quasi failli et toujours en guerre. Alors, d'après ce que j'ai compris, justement, si ça a pu être validé, cette décision d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'Union européenne, c'est parce que Viktor Orban, qui était jusqu'à maintenant opposé à cette intégration, eh bien, était absent lors du vote. Pile à ce moment-là, il est sorti de l'Assemblée. Est-ce que, à votre avis, c'est une stratégie, ça? Une stratégie pour ne pas avoir à voter quelque chose qui aurait été négocié en sous-main? Oui, probablement, parce que Viktor Orban n'a pas voulu, d'après ce que l'on sait, être là sur ce vote. Il est sorti pour manifester son désaccord. Il y a quand même d'autres dissensions importantes dans ce camp européen. Quand on voit la manière dont les Polonais, censés être des alliés les plus proches de l'Ukraine, bloquent sur les questions des camionneurs, bloquent sur les questions de l'agriculture, sincèrement, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est loin d'être faite. Et d'ailleurs, si elle avait lieu, on peut se demander de quelle manière différents États de l'Union, en cas de changement de gouvernement, n'apporteraient pas justement une opposition beaucoup plus marquée que les gouvernements actuels. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure justement du fait que ça faisait le jeu de la Russie. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette Russie. On a entendu Vladimir Poutine lors de sa dernière allocution le 14 décembre parler notamment et évoquer notamment la ville d'Odessa en disant que c'était une ville russe. Je vous propose d'écouter cet extrait, évidemment c'est en russe, mais c'est le propos. Je vous donnerai le propos juste après. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Voilà. Donc Odessa est une ville russe. Tout le monde sait ça. Nous le savons tous. Voilà ce qu'explique Vladimir Poutine dans son allocution du 14 décembre. Alors,
qu'est-ce que ça signifie, cette prise de parole? On sait que de toute façon, la Russie a son histoire très liée à l'Ukraine, mais pourquoi le rappeler maintenant? Est-ce que c'est une façon de montrer qu'il se sent un peu en terrain conquis? Alors là, c'est effectivement un petit peu crypté comme langage, parce que lorsqu'on écoute la conférence de presse du 14 décembre de Vladimir Poutine, il ne dit pas nous allons reconquérir Odessa. Mmh. En plus, il répond à une question. Et effectivement, ils disent quelque chose qui est une réalité historique. Au même titre que la Crimée, Odessa est une ville russe de toute, comment dire, de toute date. Et bien sûr, il rappelle ce fait. Mais il ne faut pas sortir l'intervention de son contexte. Pour l'instant, un certain nombre d'observateurs internationaux prêtent à la Russie, suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, la volonté de reconquérir de nouvelles régions, notamment celle de Nikolaïev, celle de Kharkov et celle d'Odessa. Pour l'instant, rien n'est fait. Je ne suis pas sûr que les Russes aient les moyens d'aller jusque-là, d'ailleurs. Mais en tout cas, il a clairement exprimé ce qu'il pensait être sa réalité historique, alors que l'on peut toujours discuter, bien qu'il dispose de nombreux arguments. Odessa est une ville russe et il le rappelle. Il faut aussi relier ça à ce qu'il a dit au cours de cette conférence de presse en disant nous n'arrêterons cette guerre que lorsque nos objectifs auront été atteints. Mais Odessa ne figurait pas parmi les objectifs initiaux de l'opération spéciale russe lancée l'hiver dernier. Oui, mais pensez-vous, là c'est votre interprétation que je vous demande, hein, pensez-vous que Odessa en effet ne faisait pas partie des objectifs initiaux, mais que étant donné aujourd'hui l'état des deux armées, pensez-vous que Vladimir Poutine est revu à la hausse, on va dire, ses objectifs et que ce soit justement cette euh, comment dire cette réaction autour d'Odessa, ce soit une façon de sous-entendre qu'il est possible qu'il apporte dans ses nouveaux objectifs. Oui, on ne peut pas l'écarter puisque Vladimir Poutine et son état-major ont régulièrement dit que, en fonction de l'obstination de l'OTAN et de l'Ukraine, du refus de la volonté de négocier, le fait d'avoir diabolisé la Russie, leurs objectifs militaires, bien sûr, pouvaient être vus à la hausse. Alors, ils n'ont jamais précisément expliquer quels étaient l'objet de cette révision. En plus, le temps joue pour eux. On voit bien que non seulement l'armée ukrainienne s'essouffle, mais que les ressources humaines sont vraiment dans un état absolument pitoyable. On a moins d'informations côté russe, en dépit des chiffres absolument fantasmagoriques et erronés qui circulent sur les pertes russes côté occidental. Je pense que Vladimir Poutine est quand même un homme extrêmement pragmatique et opportuniste et que c'est la situation de terrain et la situation diplomatiques, bien sûr, qui vont conduire finalement à saisir une opportunité ou pas, ou à négocier. Mais on ne sait pas aujourd'hui si on en restait là avec des négociations s'ouvraient, si Odessa fait partie ou ferait partie de la discussion avec Kiev et les Occidentaux. Oui. Et dans quel état justement sont les deux états-majors russes et ukrainiens? Y a-t-il des négociations de nouveau possibles, ouvertes, ou sommes-nous dans d'autres états d'esprit en ce moment? Non, au cours de sa conférence de presse, Poutine a rappelé qu'il n'était opposé en aucun cas à des négociations avec qui que ce soit, et surtout pas avec la France. Il a également rappelé que la Russie ne voulait absolument pas envahir les pays voisins ni s'en prendre à qui que ce soit d'autre, ce qu'il n'a cessé de dire depuis le début du conflit. Je pense que c'est une nouvelle fois une réaction au récit et au narratif totalement exagéré des Occidentaux. Il faut se rappeler que Biden pour essayer de faire passer cette enveloppe budgétaire qui a été refusée, là aussi a grossi le trait en disant que si on n'arrêtait pas les Russes, ils enverraient le continent européen. Les Polonais n'ont cessé de le dire, les représentants de l'OTAN aussi. Donc Poutine, alors encore une fois, qu'on apprécie ou pas l'homme, qu'on défende ou qu'on ne défende pas cette opération, quand on écoute la totalité de ses discours, la totalité de ses conférences de presse, j'ai envie de dire c'est un homme qui dit la vérité, qui dit ce qu'il va faire, qui fait ce qu'il va dire et finalement, en tant qu'officier d'enseignement, nous disions jadis que la plus grande manipulation, c'est de dire toujours la vérité. Et je crois que c'est la stratégie que suit Vladimir Poutine. D'accord, c'est intéressant ça. Alors justement, alors si on comprend bien la stratégie, la ligne de Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine, quelle est à votre avis la ligne américaine par rapport à l'Ukraine aujourd'hui? Souhaite-t-il vraiment continuer de la soutenir ou pas? On va dire le message est brouillé aujourd'hui. Oui, les Américains essaient de sortir de ce bourbier dans lequel ils sont mis, avec quand même quelques différences. Il y a un noyau de néoconservateurs tout à fait irréductible qui ne veut pas perdre la face et qui ne veut pas abandonner l'Ukraine parce qu'ils considèrent que à long terme, cette opération continue malgré tout à affaiblir la Russie. Alors là, ils se fourvoient totalement. Les républicains n'ont qu'une envie, c'est d'en sortir. D'ailleurs, ils multiplient aujourd'hui les pressions sur Biden et son équipe pour mettre un terme à ce conflit, alors que ce soit bien sûr avec les votes bleus
bloquée au Congrès, mais également la procédure de destitution qui a été mise à l'encontre du président Biden, à cause de son fils qui lui-même a trempé dans des affaires de corruption autour de l'Ukraine. Il faut rappeler que depuis le 7 octobre dernier, dans toute la classe politique américaine, dans sa grande majorité, tout le monde ne pense qu'à Israël, tout le monde est focalisé sur Israël et sur l'Iran, parce que les Iraniens restent une fixation de la politique étrangère américaine. Donc l'Ukraine est vraiment passée à la trappe. Maintenant, la stratégie des néoconservateurs autour de Biden, c'est principalement Blinken et Sullivan, c'est de mettre ensemble dans les projets de budget à la fois l'Ukraine et Israël pour que ces budgets soient votés et que les Ukrainiens puissent avoir une part de budget. Je pense aussi que les Américains, en tout cas les néoconservateurs, mesurent pleinement qu'ils sont responsables de cette guerre vis-à-vis de la Russie, mais qu'ils ont aussi poussé l'Ukraine à lancer l'offensive du 17 février qui finalement a déclenché l'intervention des Russes et qu'ils se sentent responsables de ce qui se passe. Donc ils continuent à les aider aussi parce qu'il doit y avoir une forme de culpabilité et malheureusement ils ne font qu'enfoncer davantage le soldat ukrainien, je dirais, dans sa tombe. Et alors, un dernier point concernant l'Europe et plutôt là, si on s'intéresse aux intérêts européens, proposer cette intégration accélérée de l'Ukraine, vous l'avez dit, qui ne correspond pour le moment, qui ne remplit absolument pas les standards pour intégrer l'Union européenne, les standards habituels. Comment ça peut passer alors qu'on sait à quel point aujourd'hui l'Europe a déjà des problèmes en interne, des dissensions notamment très importantes. On le sait aujourd'hui sur les questions de l'énergie, notamment entre l'Allemagne et la France, mais d'autres. Est-ce que l'Europe devrait pas d'abord se concentrer sur une reconstruction et sur une stabilité politique à son niveau, à son échelle, avant de continuer d'élargir vers l'Est? Oui, il y a deux façons de voir ça. D'abord, je crois qu'il faut dire que c'est stupide et grotesque parce qu'on envisage d'intégrer un État qui est un État failli, corrompu, dont plus de 10 millions, 12 millions d'habitants ont quitté ce pays, parfois même avant qu'il soit en guerre. On voit bien que les dissensions ne cessent de s'accroître au sein de l'Union européenne, notamment entre la France et l'Allemagne, où le couple franco-allemand est en plein, je dirais, en plein écartèlement. C'est par contre une stratégie américaine évidente pour affaiblir un peu plus l'Europe, mais finalement ça pourrait aussi favoriser ceux qui sont pour un noyau dur européen, parce que plus on élargit ce continent et cette union, moins elle veut dire quoi que ce soit, plus les différences et les divergences seront profondes, et ça pourrait tout simplement entraîner, à défaut d'une implosion, de nouvelles sorties ou une recomposition de ceux qui ne souhaitent pas voir l'Ukraine. En tout cas, je crois qu'il faut le voir comme ça, et si l'Ukraine devait être intégrée, ce qui serait intéressant, c'est cette stratégie du judoka, c'est-à-dire utiliser la force de cette nouvelle intégration finalement pour créer une autre Europe que celle qui est en train de se dessiner et qui ne ressemble à rien. Ouais, une nouvelle Europe. C'est intéressant comme analyse, en effet. Éric de Nessé, j'en profite pour dire que vous sortez avec le CFDR un livre justement qui résume un peu tout ce qui s'est passé autour de la guerre en Ukraine, la guerre américaine. C'est un livre que vous auto-éditez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi il est intéressant justement de se plonger dans toute l'histoire de l'Ukraine et dans le passé de l'Ukraine pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Oui, ce que nous avons essayé de faire avec le Centre, c'est de réunir toutes nos analyses depuis 2014, parce que cette guerre ne commence pas en 2022 comme on a voulu nous le faire croire, pour montrer que tout était écrit et que nous sommes bien à une guerre qui a été provoquée par les Américains, même s'il y a eu une intervention russe extrêmement claire en territoire ukrainien. Et les narratifs, je dirais, anti-russes sont tellement puissants qu'il nous a semblé important de revenir aux faits. Alors non pas de défendre la Russie, mais dans le contexte actuel, tous ceux qui sont neutres apparaissent comme des défenseurs de la Russie, et de montrer et de laisser une trace pour l'histoire. Donc c'est une série de 3 ouvrages. Le premier est sorti il y a quelques jours et il concerne les périodes et les éléments antérieurs à la guerre. Le second sera une analyse du conflit militaire et le troisième évoquera les perspectives géopolitiques. Et oui, je précise que nous sommes lancés dans l'auto-édition parce que un ouvrage de cette nature a été refusé par de nombreux éditeurs qui ne veulent pas prendre le risque de sortir des éléments qui vont à l'encontre du narratif otano-américano-ukrainien qui nous enfume depuis des années. C'est intéressant, en effet, ce refus des éditeurs. Et donc, dernière chose, pour le trouver, on peut, j'imagine, avoir les références sur votre site et le commander sur votre site. Oui, vous l'avez sur le site du Centre français de recherche et renseignement, www.cf2r.org. Merci beaucoup, Éric de Nessé. Je rappelle, directeur du CF2R, justement, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci encore, Éric.